cite la présentation, la technique est une accentuation de la négantropie car elle apporte une différenciation augmentée. Mais il est tout aussi vrai que la technique est l'accélération de l'entropie, non pas seulement parce qu'elle est un processus de combustion et de dissipation d'énergie, mais parce que la standardisation industrielle semble pousser l'anthropocène contemporain à la possibilité de la destruction de la vie comme émergence et prolifération de la différence. Une destruction de la biodiversité, de la diversité culturelle et de la singularité des individuations psychiques et collectives. Et voilà. Et je me suis longtemps demandé par quel angle entrer en conversation avec ce constat juste et indispensable, et en même temps très général, en sorte que relever n'importe lequel de ces termes risquait de m'attirer vers des réflexions philosophiques et historiques sans fin. En tout cas, sans une fin au bout de 30 minutes. Donc j'ai fini par me concentrer sur un seul de ces mots, c'est-à-dire l'anthropocène. Dans ce qui suit, je vais donc présenter une réflexion comme ça sur le mot anthropocène, tout en indiquant, mais plus vite, comment la discussion sur l'entropie et la négantropie peut l'éclaircir. En faisant cela, ma compréhension de entropie et de négantropie n'est pas spécialement scientifique, je ne suis pas scientifique alors je ne suis pas capable, c'est philosophique. Donc vous n'êtes pas sans savoir que selon l'hypothèse originale, l'anthropocène est le nom proposé par Paul J. Cruson et Eugene F. Stromer pour une époque géologique qui aurait succédé à l'Holocène vers 1800 au début de la révolution industrielle. À cette époque, l'influence de l'humain sur la nature planétaire est devenue si importante qu'on peut considérer l'espèce humaine comme une force naturelle géologique. Ultérieurement, on a proposé d'autres datations. Plus intéressant que la datation néanmoins précise est le principe fondamental sur lequel les géologues ont discuté rigoureusement et passionnément. Pour une philosophe telle que moi, le rapport le plus accessible de ces débats se trouve dans le Gifford Lectures donné par Bruno Latour à Edinburgh en 2013 et qui ont plus tard été publiés en français sous le titre Face à Gaïa. Dans ce livre, Latour décrit les négociations par lesquelles la communauté des géologues a essayé de déterminer si l'influence humaine sur la planète a une telle importance géologique qu'elle justifie l'abandon du terme l'Holocène, ou s'il va juste de la façon dont un important phénomène de la culture générale se reflète sur une science naturelle particulière. Latour fait aussi observer que comme tel, un phénomène géologique ne peut ni justifier ni invalider une politique quelconque. Au contraire, l'anthropocène géologique ne dit pas que le pouvoir de l'humain sur la nature s'accroît, mais que l'humain lui-même est envisagé comme une simple pierre. La remarque est utile, et dans la mesure où l'anthropocène est devenu un maître mot comparable au transhumanisme et au posthumanisme, qui ne décrivent pas tant ce qui est, mais ce qu'on désire. Ces désirs ont pourtant des objectifs divers et contradictoires. Prenons par exemple le transhumanisme et le posthumanisme, qui sont parfois identifiés, mais qu'on peut aussi présenter comme radicalement opposés. Le posthumanisme signifie alors la mise en question d'une vision du monde anthropocentrique et l'effort de penser aussi au réel depuis le point de vue d'autres vivants, ainsi par exemple Rosie Braidotti ou Carrie Wolf. Le transhumanisme de Nick Bostrom et David Pierce, par exemple, désigne au contraire le projet d'améliorer le corps humain à l'aide des biotechnologies et de toutes sortes de technologies NBIC, jusqu'au point où les limites de l'humanité se trouvent dépassées. Parmi les objectifs, il y a, par exemple, la fin du besoin de dormir, le désir de stimuler fortement l'intelligence et, ultimement, de repousser puis vaincre la mort. Le résultat de ces améliorations serait alors une anthropochimère, voire une nouvelle espèce post-humaine. C'est une chose de dire que nous devons être post-humains, au sens d'un accroissement de notre sensibilité écologique, et une autre chose de dire que nous devons être transhumains, au sens d'une amélioration de notre biomasse, et surtout celle de nos enfants, pour être toujours plus performants et productifs. Ça, c'est déjà relativement connu. Alors, il me semble qu'on peut trouver une confusion analogue dans la discussion sur l'anthropocène, mais elle est un peu moins connue. Bien entendu, une simple définition géologique ne peut déboucher sur une recommandation politique. Lorsque la question de l'anthropocène s'associe à la question du réchauffement climatique, et ce qui est inévitable, la situation change.
car la question du réchauffement climatique ne porte pas sur une simple définition, mais sur un phénomène naturel extrêmement complexe qui a son origine dans l'action humaine et sur lequel on peut agir en modifiant cette action. Parce que le réchauffement climatique est un problème gigantesque qui demande une action politique coordonnée de toute l'humanité, on finit aisément par penser que l'action humaine pourrait aussi agir sur l'anthropocène, par exemple en l'arrêtant ou en le changeant en un processus plus clément pour les humains et pour d'autres êtres naturels. Le géo-ingénieur pousse cette logique à sa conclusion extrême, prenant l'acte de l'idée que la nature planétaire se présente dorénavant comme un résultat de l'action humaine, voire comme sa construction. Il joue avec l'idée de poursuivre cette construction de manière plus consciente et efficace. Ce principe anime certains projets avant-gardistes, où on se demande par exemple si on pourrait renvoyer une partie de rayonnement solaire dans l'espace en dispersant de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. Ou si on pourrait absorber le surcroît de CO2 dans le plancton végétal en épandant du sulfite de fer dans l'océan. Bien entendu, ceux qui étudient l'anthropocène du point de vue écologique trouvent de telles solutions technologiques aux problèmes d'origine technologique qu'ils relèvent d'un malentendu total. Leur aveuglement à l'égard d'éventuels problèmes causés par les solutions technologiques est le même que celui qui a tout d'abord créé le problème de réchauffement climatique. Car, est-ce que l'atmosphère ternie par l'acide sulfurique ou l'océan nourri par le sulfite de fer peut être autre chose qu'un problème? Dans le contexte de notre séminaire, nous pouvons dire que le géo-ingénieur pense pouvoir interrompre les tendances anthropiques de la technique industrielle contemporaine en créant une technique purement néganthropique. Mais que cela revient à méconnaître la nature de la technique qui est toujours pharmacologique, toujours à la fois anthropique et néganthropique. Quoi qu'il en soit, je me demande si le débat entre le géo-ingénieur et l'écologiste sur l'anthropocène ne reste pas, pour ainsi dire, trop anthropocentrique. Car d'une manière ou d'une autre, les deux finissent trop facilement par imaginer que la nature planétaire est en train de se changer progressivement en une construction humaine, voire en une image de l'humain. D'après moi, cette idée est insuffisante. Bien sûr, nous savons que la trace de l'humain sur la nature est énorme et excessive, et qu'il faut tout faire consciemment et volontairement pour alléger et diminuer cette trace. Ceci est le défi scientifique, culturel et politique le plus important de notre temps, et il ne faut surtout pas le contester. Néanmoins, il faudrait prendre plus au sérieux le fait que l'anthropocène est justement la trace de l'activité humaine sur la nature, et non pas son résultat conscient et planifié. Je prends ici le mot « résultat » au sens fort de construction ou œuvre produite par un sujet conscient, dans une activité consciente planifiée. La trace, en revanche, est quelque chose qu'une activité dirigée sur autre chose laisse derrière elle, souvent sans s'en apercevoir, sans le vouloir ou contre son gré. La trace échappe au désir néganthropique et au s'ouvre toujours à devenir anthropique. Ainsi, par exemple, les pique-niqueurs laissent des miettes de pain sur l'herbe, ou le lièvre laisse des excréments, ou la série de traces de pattes sur le sable. L'erreur des transhumanistes et des géo-ingénieurs mentionnés plus haut est qu'ils comprennent leur production seulement en traces de résultats et non pas surtout en termes de traces, ce qui leur fait négliger les effets anthropiques de leur action. La vie ne peut pas ne pas laisser des traces dans son environnement. Et il ne peut pas vivre la vie incorporelle d'un ange qui ne toucherait à rien. Les traces, pour leur part, ne peuvent qu'être pour une part nuisible, excessive ou au moins inutile. On peut par exemple penser que la vie est toujours une sorte de production qui produit sans doute des choses belles et utiles, de la vie, mais qui produit en même temps toujours aussi de l'usure et des trifidus et de la saleté. Pour le dire rudement, toute vie a son excrément. De même, on ne peut pas récupérer toutes les traces d'une vie dans le circuit utilitaire. D'autant plus que pour une bonne part, elles ne sont même pas perçues, connues ou comprises. À l'échelle de la planète porte bien des traces de la vie humaine, mais elle n'est pas pour autant une totalité consciemment élaborée par l'humain à sa propre image. Et c'est pourquoi la tâche n'est ni d'éviter totalement de toucher à la nature, ni de la transformer selon la meilleure entente scientifique.
La tâche est bien plutôt d'interpréter les traces de la vie humaine sur la Terre et d'apprendre dans la mesure du possible à laisser des traces moins toxiques et moins destructrices des autres formes de vie. En d'autres mots, il ne s'agit pas de l'échelle, mais de l'approche elle-même. Alors, comment devrions-nous donc aborder la nature, tout particulièrement la nature planétaire, qui sous-tend le monde globalisé? Comment devrions-nous comprendre le mot nature, qui est trop grand et encombrant pour les sciences particulières, en sorte que sa clarification finit inévitablement par incomber à la philosophie? En dernière instance, la nature est une catégorie politique qui se trouve à la marge de la politique, souvent imperceptible. Et comme j'ai écrit ailleurs sur la nature comme horizon de notre temps, je n'y reviens pas ici, mais je vais énoncer juste quelques propositions qui me paraissent importantes, sans pouvoir vraiment les élaborer en profondeur. Donc, en premier lieu, à une époque qui se pense en termes d'anthropocène, il est en fait inutile de parler de la nature comme si celle-ci était un état indépendant qu'on pourrait délimiter et déterminer clairement. Avant tout, la nature n'est pas l'autre absolu de la culture ou de la technique, une sorte de région pure et virginale derrière les constructions artificielles des humains. La nature existe comme une fonction de la culture et de la technique. Elle existe en tant que terme parce que ces deux autres termes sont définis par rapport à elle. C'est pourquoi la nature n'apparaît pas comme telle, mais comme ressource matérielle et métaphysique de la culture et de la technique, qui leur permet de puiser quelque chose et de se reposer sur quelque chose. En même temps qu'elle apparaît ainsi comme facteur de stabilité, la nature apparaît aussi comme facteur d'instabilité, qui fait que la culture et la technique perdent pied et perdent leur fondement. Cela se produit par exemple lorsque les ressources sont insuffisantes ou lorsqu'on s'aperçoit que la nature ne se réduit pas à son utilité. En sorte que, si on regarde la nature seulement du point de vue des projets humains, une majeure partie de la nature reste inutile, nuisible, et ce qui est le plus important, inconnu. Dans la situation globalisée contemporaine, le terme culture est devenu problématique et il induit souvent à l'erreur. La technique, en revanche, nous semble moins problématique, car il semble aller de soi quel est le phénomène central de notre époque. Aussi, la nature est-elle de plus en plus fortement filtrée par la technique. Cela tient partiellement au fait que la science, qui est censée nous informer sur ce qu'est la nature, s'appuie de plus en plus fortement sur des instruments techniques qui ne font pas que rapprocher des phénomènes difficilement perceptibles, comme le télescope et le microscope, mais qui vont jusqu'à imaginer et construire ces phénomènes, comme le microscope à effet de tunnel. De même, on ne peut pas vraiment voir un phénomène comme le réchauffement climatique, car il n'est perceptible qu'à travers des médiations technologiques et sociales extrêmement complexes. Bien entendu, même si les sciences s'appuient ainsi sur des constructions et des calculs, et n'en sont pas pour autant moins vraies. Sans doute est-ce aussi sous l'influence de ces équipements techniques qu'il nous semble normal d'aborder les phénomènes naturels en cherchant leurs mécanismes, comme s'ils étaient des ensembles techniques, et imaginer par exemple les cellules comme des petites usines, ou l'ADN comme un code. D'autre part, la nature est bien entendu également filtrée par la technique, au sens où de nombreux êtres et ensembles naturels sont en réalité formatés techniquement. Et cela n'est pas seulement vrai des cultures et des animaux issus de la production agroalimentaire industrielle, mais aussi des traces de l'activité humaine, même dans la nature supposément sauvage, comme par exemple dans un système digestif des baleines, ou dans la taille des récifs de corail, ou surtout dans le réchauffement climatique. Or, pour toutes ces raisons, il est devenu trompeur de parler séparément de la nature et de la technique. Et il vaudrait, à mon avis, mieux parler directement du composé techno-nature, qui évolue comme effet combiné de différents processus naturels et techniques. Dans ce composé, la nature et la technique ne sont pas deux choses séparées, mais cela n'empêche bien sûr pas de les distinguer théoriquement quand c'est nécessaire. Par exemple, on peut suggérer que la technique supporte la visée néganthropique de ceux dont la nature est la tendance anthropique. Jadis, on pensait que la technique était l'instrument des intentions humaines et que la nature était leur objet.
L'idée de la technonature casse cette opposition, car elle n'est jamais un moyen des intentions humaines, mais tout au contraire, elle les déborde et s'oppose à elles. Le changement de perspective est difficile parce qu'il demande de ne plus penser à la technonature comme l'instrument des intentions, mais de le penser comme milieu, horizon ou fond élémentaire dans lequel et à partir duquel nous vivons. Cette idée est pourtant déjà visible dans des récits de science-fiction populaire, parmi lesquels Terminator ou Matrix, qui montrent que là où l'humain était jadis à la merci des forces naturelles, il est aujourd'hui à la merci d'une technique qui tient la place de la nature. Il faudrait cependant développer cette pensée encore un peu plus et apprendre à concevoir la technonature comme la place de la vie des humains et de tous les autres êtres aujourd'hui. À l'époque de l'Anthropocène, il est facile de comprendre que la technique et la nature sont devenues une seule technonature. Mais il est plus difficile alors de concevoir que la technonature n'est pas notre œuvre, qu'elle est notre nature justement. Ce qui veut dire quelque chose qui est en dernière instance donné et même mystérieux. La technonature, en ce sens, est notre élément. Nous vivons en elle et à partir d'elle. Et précisément pour cette raison, elle est toujours plus grande que nous et nous ne pouvons jamais la connaître et la contrôler entièrement. La technologie qui s'en sert peut être un versant négantropique du réel, mais la technonature élémentaire est le versant anthropique du réel. C'est pourquoi on ne peut pas construire la technonature comme le géo-ingénieur semble le penser. On peut la concevoir comme un arrière-fond qui n'est jamais visible comme tel et entièrement, mais seulement en fonction de ce dont elle est l'arrière-fond. On peut illustrer cette manière de voir en imaginant une plage de sable sur laquelle un petit animal aurait laissé une série de traces. Il est facile de voir les traces sur le sable et le sable autour des traces qui structurent le regard. Mais il est beaucoup plus difficile de voir le sable lui-même jusqu'à sa limite et son fond. En second lieu, la discussion sur l'Anthropocène va de pair avec la discussion sur l'époque de la globalisation, où les gens se perçoivent comme des habitants de la planète et non pas seulement comme les représentants d'une culture. Encore dans les années 50, par exemple dans les textes d'Ellul, de Heidegger ou de l'école de Francfort, planétaire voulait dire total. Et globalisation évoquait une sorte de totalitarisme achevé par la force du capitalisme mondial. La technonature planétaire qui vient au jour aujourd'hui n'est pas une totalité structurée ou organique de ce type. Bien entendu, tout est lié en puissance. Tout peut agir sur tout, comme des effets de papillons incalculables qui s'entremêlent. Et bien entendu, les changements climatiques et géologiques planétaires affectent la totalité vivante de la Terre. Mais la planète n'est pas pour autant un sujet vivant. En tout cas, pas un sujet ayant une volonté unie, mais pas non plus un sujet qui serait seulement l'unité des êtres formant ces parties fonctionnelles. La planète est seulement une quantité incalculable d'êtres qui sont différents, de dimensions extrêmement différentes, mais aussi des êtres contradictoires, incomparables ou tout à fait indifférents les uns à l'égard des autres. La technonature planétaire est tout cela, mais elle n'est pas pour autant une totalité. Et c'est pourquoi les interventions techniques ou politiques peuvent effacer quelques traces ou laisser des traces différentes, mais elles ne peuvent pas réorganiser la planète entière. Ceci ne facilite pas les choses, mais les rend au contraire plus difficiles. Lorsqu'on veut agir sur quelque chose, il ne suffit pas de se demander comment cette action affecte la totalité de la planète, car il faut en réalité se demander comment cette action agit transductivement sur la chose voisine, et comment celle-ci agit sur sa voisine, et ainsi de suite, sans qu'on puisse jamais s'élever à un niveau méta, où l'on pouvait résoudre les problèmes une fois pour toutes. En troisième lieu, et en d'autres mots, tout appartient à la technonature planétaire, même si celle-ci ne forme pas une totalité, et même si tout consiste en d'innombrables choses différentes, et non pas en une seule chose de grande échelle. Il est nécessaire de continuer en disant que cette multiplicité bariolée n'est pas non plus un grand groupe d'êtres singuliers,
comme si le réel consistait en atomes ou monades ou autres entités substantielles et relativement identiques à soi, qui peuplent la plupart des systèmes métaphysiques classiques. Au lieu de cela, il vaut mieux penser que la totalité englobante de la technonature planétaire est une multiplicité de rencontres, la pluralité d'événements et d'événements de rencontres, pour ainsi dire un scintillement d'événements. Lorsqu'on prête attention aux événements et aux rencontres, et non pas aux étangs solides, on se concentre bien entendu sur les forces derrière les événements et sur leurs conséquences, mais ces forces et conséquences ne se rassemblent pas pour autant en un système unique et capable de tout expliquer. Bien entendu, les entités existent aussi, et les rencontres laissent leur empreinte sur ces entités. Mais pour penser jusqu'au bout l'idée que les entités portent des traces des rencontres et en résultent, il est important de lâcher ou au moins d'alléger l'idée que les choses existent d'abord en soi, et que les traces de rencontres leur arrivent comme accessoirement sans changer ce qu'elles sont en elles-mêmes. Lorsqu'on envisage les choses depuis le point de vue des événements, on ne crée pas un système où toutes les choses ont leur place et où l'objectif se réduit au désir de les classifier. Lorsqu'on envisage les choses du point de vue de ce qui se passe et comment ce qui se passe change les situations, on pense instinctivement aux choses que les choses laissent les unes sur les autres et sur leurs environnements, et tout particulièrement aux traces que nous les humains laissons sur différents éléments de la planète. Le changement de perspective n'est donc pas total, car laissant une trace sur quelque chose, on ne change généralement pas cette chose totalement, mais on la modifie seulement sur quelques aspects, si tant est qu'on la change du tout. Simultanément, ce changement de perspective souligne la responsabilité humaine, car même une petite trace est déjà une intervention dans le devenir et le destin de quelque chose, et par là dans le cours des choses. Lorsqu'on pense ainsi, la responsabilité ne porte pas sur tout ou rien, mais toujours de prochain sur le prochain, le suivant, et ainsi de suite, de telle sorte que la chaîne des proximités se répand comme des cercles sur une surface d'eau après un jet de pierre. On sait par exemple, dans le cas du réchauffement climatique, on s'efforce de suivre de tels cercles aussi loin que possible, et le GIEC parvient en effet très loin, mais sans pour autant parvenir à contrôler la totalité du climat planétaire. Enfin, en quatrième lieu, si on envisage la totalité de la technonature de cette façon, le philosophe classique peut se trouver mal à l'aise. Si on défait l'opposition entre la technique artificielle et la nature réelle, et si on pense à la place d'une technonature, est-ce que la réalité ne s'affaiblit pas en devenant une sorte de fiction artificielle? Et si on ne pense plus la planète comme une totalité, mais comme un amas et un entassement d'événements sans limite, est-ce qu'on n'abandonne pas l'espoir d'une vision du monde qui est après tout requis par l'action politique et en fait aussi par l'action scientifique? En tout cas, lorsqu'il s'agit des phénomènes comme le réchauffement climatique. Est-ce qu'on ne s'interdit pas de comprendre les totalités qu'on postule quand même en réalité? Et si on ne pense pas les choses du monde comme les substances solides, mais comme les événements momentanés, des rencontres et des croisements, est-ce qu'on le sous-estime et n'abandonne pas le réel, les faits au sens de la réalité matérielle factuelle des êtres humains, animaux et naturels? L'incertitude philosophique tiendrait donc à un sorte de manque de fondement dû à l'absence de choses stables, immobiles et pérennes. Sans doute l'idée de la technonature planétaire que je viens d'esquisser est-elle tout sauf solide, certaine et univoque, et c'est bien mon objectif. Cela ne revient pas pour autant à dire de manière relativiste et nihiliste que le réel, ou plutôt la pensée du réel, n'aurait pas de fondement. Au contraire, cela revient à dire qu'il ne s'agit pas de trouver de fondement de réel. Au bout de toute une histoire de la philosophie, on aurait au contraire dû apprendre que l'idée du fondement véritable, stable et connu du réel, revient toujours à une thèse dogmatique, généralement ontothéologique, et souvent appelée Dieu ou science. Mais en réalité, notre expérience, science et politique n'ont pas besoin de cette hypothèse. Parfois, on a affirmé que si la réalité n'a pas de fondement positif, alors il est le néant sans fond, infondé, vide et angoissant. Mais en pensant au néant vide, on ne parvient pas bien loin.
Et ce qui est plus grave, cela ne correspond pas à notre expérience des événements multiples du monde. Voici pourquoi il faudrait sans doute poser les questions métaphysiques autrement, au lieu de se cantonner à la réflexion d'une opposition stérile entre fondement et sans fond. Comment peut-on penser aux événements pluriels? Tout au moins, il faut y penser à partir des événements eux-mêmes. Lorsqu'on pense aux rencontres et aux événements au lieu d'entité, on ne cherche pas leur fondement et on voit au contraire comment la question du fondement devient secondaire dans une réalité non substantielle. Au lieu de cela, on se demande quels sont les milieux et horizons requis par ces événements. On se demande comment les choses sont progressivement modifiées sous la pression des événements et on sonde les horizons que les formes changeantes redessinent constamment de nouveau. Mais finalement, à quoi servent ces spéculations métaphysiques très abstraites? Peut-être pas à grand-chose, mais peut-être à ceci. Parfois, on a l'impression que les thèses portant sur la totalité, telle l'hypothèse sur l'anthropocène et l'hypothèse de la géo-ingénierie ou du transhumanisme, mais je n'irai pas dans ce sens maintenant, présupposent trop de ce que l'humain peut faire à sa planète. Ils ne peuvent pas expliquer les moments où notre nature planétaire n'obéit pas aux pronostics et aux lois, refuse de se laisser manipuler et va jusqu'à s'arracher de nos mains, nous surprendre, devenir incompréhensible. De tels points sont pourtant très importants. Ils produisent des moments de panique. Que se passe-t-il? Pourquoi? Ça ne devait pas arriver. Mais pour la même raison, il laisse aussi l'espoir que l'avenir reste ouvert. Ce n'est pas tout. Afin de pouvoir penser à cela philosophiquement, nous avons besoin d'une pensée qui admette les limites et sa finitude, son incapacité à penser à tout, son incapacité à penser tous les côtés. La pensée devrait ainsi, par probité, admettre son incapacité de résoudre la question, par exemple de la technonature planétaire, en suivant la logique du tout ou rien, et en prenant ses propres limitations au sérieux, en y pensant. Bien entendu, cela ne veut pas dire accepter les limites dans lesquelles on se trouve déjà. Au contraire, cela veut dire, là où la pensée heurte ses limites, elle est déjà en train de les franchir, car la pensée est une pensée sans fin de ses propres limites. Merci pour votre attention. Merci à vous.